Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de l'innovation. Ces émissions vous sont proposées par le Lab de la Sécurité sociale en partenariat avec le magazine Espace social européen. Je suis Thérèse Masquelier, chef de projet au Lab de la Sécurité sociale et j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Alexandre Beau, directeur d'Espace social européen. Bonjour à toutes et à tous. Les Rendez-vous de l'innovation sont donc des émissions régulières qui visent à mettre en lumière des initiatives portées et déployées au sein de la sécurité sociale, des initiatives innovantes en réponse à des enjeux que rencontrent les organismes. Donc merci d'être avec nous pour évoquer aujourd'hui le sujet de la santé mentale au travail. Et donc notre émission va porter sur la question qui est celle-ci. Quelles actions innovantes pour une meilleure anticipation et prise en charge de la santé mentale au travail? C'est très clairement un sujet un peu d'actualité, mais c'est un sujet un peu ancien. On va donc parler de santé mentale, on va parler de risques psychosociaux aujourd'hui, Thérèse, en se rendant compte quand même que les choses évoluent. Longtemps, ce ont été des sujets un petit peu minorés, parfois même un peu tabous au sein du monde du travail, dans sa globalité. Hein. On ne parle pas forcément que de la sécurité sociale à ce niveau-là, parce que sensible, parce que complexe. Or, on se rend compte depuis quelques années qu'il y a des innovations qui arrivent, plus d'informations, de meilleure qualité. On arrive à développer des outils de détection beaucoup plus innovants. Tout ça contribue et participe à une meilleure prise en charge en amont des collaborateurs. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui au travers de différents exemples, différentes initiatives portées par des organismes locaux, même nationaux, pour voir comment justement ces collaborateurs sont davantage pris en amont, accompagnés, et surtout, on espère pouvoir être suivis dans le temps et de meilleure qualité. Et pour commencer, Thérèse, on va directement, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis et interagir avec les acteurs d'organismes locaux. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Jorland. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous êtes donc, si je ne dis pas de bêtises, ingénieur conseiller régional à la CARSAT Centre-Ouest. C'est tout bon. Jusqu'ici, tout est bon. C'est bon. C'est parfait. Et surtout, vous êtes un petit peu distingué parce que la CARSAT a développé un site web dédié au grand public à la détection du burn-out. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de cette initiative ? Alors, je vais revenir un petit peu sur l'histoire et tu faisais effectivement référence au fait que le sujet qui nous occupe aujourd'hui est un petit peu ancien. C'est vrai aussi pour le burn-out puisque je vais vous parler un petit peu du contexte d'une année particulière qui était l'année 2017. Et 2017, c'est une année, si vous vous souvenez un petit peu, où les médias s'étaient emparés du sujet burn-out de façon assez forte. Il y avait beaucoup de sujets sur la thématique. On a l'HAS aussi, Haute Autorité de Santé, qui avait produit une publication assez remarquable sur la détection justement du burn-out. On avait même un candidat à la présidence de la République qui voulait faire du burn-out une reconnaissance de maladie et cause de maladie professionnelle, donc c'était quand même assez fort. Et c'est aussi l'année où moi, en local, les représentants salariés et employeurs de mes comités techniques régionaux sont venus me voir en me demandant de leur mettre à disposition un outil, on ne savait pas encore trop quoi, mais qui leur permettrait justement d'objectiver et de participer à cette détection des situations individuelles de burn-out. Donc on est parti en 2017 justement sur cette idée-là, de produire quelque chose qui permettrait d'aider à la détection du burn-out. Ce quelque chose, en fait, ça a pris la forme d'un site internet, tout simplement. Et au cœur du site, alors le site, ça permet de se rencontrer facilement. Et au cœur du site, on a une série de questionnaires qui justement sont conçus pour aller chercher justement un certain nombre de réponses qui permettent d'objectiver une situation potentielle de burn-out. Ça reste une détection, ce n'est pas un diagnostic, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, vous parlez d'un site internet. Ce qu'on va vous proposer, c'est une vraie démonstration de la façon dont se présente ce site, de la façon dont il fonctionne, puisqu'en fait, l'objectif, et je vais vous laisser l'expliquer, c'est d'avoir un site grand public qui ne soit pas forcément dédié aux organismes de sécurité sociale, mais qui soit utilisable par tout un chacun. Donc voilà, je vous laisse la main. Aussi être utilisé par les organismes de sécurité sociale autant que de besoin. Donc la démonstration que je vais vous faire tout à l'heure, effectivement, à travers l'outil, alors je ne sais pas exactement ce que vous allez voir, mais ça vous permet de voir effectivement l'esprit, la façon dont on l'a conçu, puisque c'est à la fois une plateforme sur laquelle on va pouvoir, tout un chacun, se poser la question de savoir où on en est par rapport au burn-out, et puis on a aussi des éléments qui peuvent nous permettre de nous documenter et aussi de nous orienter. Donc sur cette première page d'accueil que vous avez sans doute à l'écran, vous pouvez voir effectivement on a plusieurs entrées. On peut rentrer donc sur un profil donc salarié ou dirigeant, ou sur un profil témoin. Salarié ou dirigeant, c'est l'individu qui, lui, se pose la question de savoir effectivement s'il est en situation de burn-out. Le témoin, c'est justement le tiers
qui pourrait se poser la question pour quelqu'un d'autre de la situation justement potentielle de burn-out et qui voudrait l'objectiver. Je vais juste vous faire une petite démo en allant voir ce qui se passe du côté du salarié et du dirigeant. Quand vous arrivez sur cette page-là, effectivement, en tant que salarié ou dirigeant, vous avez ensuite 3 choix possibles. Une partie évaluation, une partie orientation et puis une partie pour aller se documenter sur ce que c'est que le burn-out. C'est bien sûr sur la partie évaluation qu'on va retrouver un questionnaire un peu particulier qui se propose, donc on a appelé questionnaire d'auto-vigilance, parce que j'insiste, on est sur la détection, on n'est pas sur le diagnostic. Donc sur cette page, vous avez donc le choix, donc je suis soit dirigeant, soit salarié, donc je vais prendre celui salarié. Et puis on va vite remplir les questions, parce que c'est pas ça qui est intéressant, hein, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, donc on arrive sur cette page, là, on a une proposition de 29 questions qui vont aller chercher, en fait, à savoir ce qui se passe sur l'exposition aux facteurs de risque psychosociaux. On va aller aussi questionner les symptômes. Et puis on a une petite série de questions aussi qui sont spécifiques justement, qui sont des marqueurs du burn-out. Donc 3 familles de questions, et justement les questions qui ont été retenues permettent de balayer ces 3 grandes familles. Donc je vous propose juste de remplir très vite, en faisant le choix de répondre toujours à la première proposition de chacune des questions, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir le résultat final. Bien évidemment, le résultat aux questions, il est individuel, et chacun y apporte les réponses qu'il veut au moment où il remplit le questionnaire. Donc ça prend combien de temps de remplir le questionnaire? On part sur un quart d'heure. Un petit quart d'heure. Je pense qu'en 15 minutes, effectivement, on a le temps de répondre à toutes les questions. Donc voilà, donc il y a les 29 questions qui défilent. Et vous verrez que juste avant de donner le résultat, en fait, on propose à la personne qui remplit ce questionnaire de nous dire un petit peu qui elle est. Ça reste anonyme, j'insiste voilà, aussi. Je vais vous poser la question. Ça a été aussi une option forte demandée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire de développer quelque chose qui garantisse l'anonymat, et puis qui ensuite soit porté par un organisme de sécurité sociale qui est aussi un petit gage à la fois de sécurité et de sérieux, quoi. Je pense que... Donc là, on voit bien donc, vous... Oui, alors il y a à peu près je vous fais... 7-8 pages, hein, c'est ça, de questions, avec à chaque fois 3-4 questions. Oui, alors avec en plus des réponses qui sont à chaque fois proposées dans un ordre aléatoire pour éviter les automatismes. Et si vous refaites le questionnaire 10 minutes après, vous n'avez pas l'ordre peut être tout à fait différent. Et donc ce sont des questions différentes en fonction de votre profil, hein, puisque là vous avez choisi le profil salarié, tout à et fait. vous avez le profil dirigeant. Donc, le profil dirigeant qui est à peu près construit de la même façon, avec des questions, des propositions de questions qui sont un petit peu différentes. J'espère vous le faire en moins de 15 minutes. Voilà. Après, effectivement, cette petite carte, donc le profil qui permet derrière nous d'avoir des possibilités statistiques intéressantes, hein, par rapport aux répondants. Ça nous permet effectivement de voir un petit peu ce qu'on peut ressortir sur des catégories, sur des professions, etc. Donc c'est toujours très intéressant. Donc on précise bien à nos spectateurs qu'on voit bien qu'il n'y a pas de rentrée de nom, de prénom ou d'adresse mail. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de totalement anonymisé. On ne récupère pas d'adresse IP, on est vraiment sur une garantie totale de l'anonymat. Mais pour nous, c'est intéressant d'aller quand même chercher ces éléments-là. Donc du coup, premier résultat, effectivement, c'est cette forme de tachymètre coloré, un truc assez classique, sur d'abord un sentiment général. Alors il se trouve effectivement, là, en cliquant tout à fait de façon aléatoire, j'ai plutôt un résultat général qui me dit que je suis un peu dans cette couleur orangée, qui peut quand même laisser penser qu'il y a effectivement peut-être une situation de burn-out. Il y a un commentaire associé, je vais pas vous le lire non plus, mais qui permet effectivement déjà de donner un petit peu une certaine couleur à tout ça. Et derrière, on rentre un petit peu dans le détail et on va pouvoir sortir sur 3 catégories de questions, donc les 3 catégories dont je vous parlais, ce que sur ces thèmes-là, justement, comment on ressort. Là, il se trouve que, pour le coup, en cliquant au hasard, je suis en termes de ressenti, je suis tout à fait dans le rouge. Donc le ressenti, c'est des éléments qui concernent le cynisme au travail, qui concernent aussi le cynisme par rapport aux collègues, etc., qui sont des éléments forts du burn-out. Et donc là, je vois que je suis très, très concerné. Par contre, voilà, avec les réponses apportées, on est sur, en termes de symptômes, très peu de symptômes en lien avec le burn-out. Et une exposition aux facteurs de risque psychosociaux qui est quand même assez, voilà, qui ressort aussi de façon un peu forte. Donc ça permet, voilà, d'avoir un peu une idée générale et après d'avoir des catégories et de se positionner par rapport à ça. Et quand on termine, effectivement, il y a possibilité effectivement d'imprimer le résultat, et donc de le sauvegarder aussi en format PDF, il n'y a pas de problème. Et ensuite, effectivement, c'est important, et ça fait le lien, je pense, peut-être avec des questions qui peuvent venir. Une fois que j'ai fini, je peux bien sûr mettre
quelques petits éléments sur la satisfaction que j'ai eu à remplir ce questionnaire, mais aussi donc je peux aller me documenter ou aussi m'orienter, puisqu'effectivement pour quelqu'un qui ressortirait quand même en rouge, avec une suspicion quand même de burn-out assez fort, il faut aussi lui dire ce qui peut être fait après, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà pour l'outil. Tout à fait. C'était l'objet de la question suivante. Effectivement, une fois qu'on a utilisé cet outil qui est, comme vous le disiez, un outil de détection, de pré-détection de situations sensibles, tendues. On a bien compris, c'est pour ça qu'on vous fait intervenir au début de cette émission. On est sur de la détection, mais alors, comment est-ce qu'on peut transformer l'essai, j'allais dire, de cette étape-là? Qu'est-ce qui est proposé à la personne ou du coup au témoin lorsqu'il a terminé la complétude du questionnaire? Voilà, donc j'insiste effectivement, et comme tu le dis très clairement, on est bien sur de la détection. En aucun cas, c'est un diagnostic. Donc le diagnostic, il est à la main du médecin, principalement médecin généraliste bien sûr, ou médecin spécialiste, hein. Mais on est bien sur ce distinguo-là et c'est très important. Donc effectivement, une fois qu'on a rempli ce questionnaire qui est une aide à la détection, la personne qui a rempli toutes les questions se retrouve avec un document quand même qui est assez détaillé, qui va lui permettre éventuellement, si la situation est un peu inquiétante, d'aller pouvoir rencontrer un professionnel de santé qui va pouvoir justement objectiver sa situation. C'est important de dire que le mot burn-out, il est dans le langage courant et on en parle beaucoup. Tout le monde se dit à un moment donné de sa vie professionnelle qu'il est en burn-out. Or, le vrai burn-out médicalement diagnostiqué, il est assez rare. Donc il y a un écart entre le langage courant, parce qu'effectivement le burn-out aujourd'hui, on en parle facilement, et la réalité des faits médicales, qui est, et heureusement, où il y a quand même il y a un écart entre les deux qui est quand même assez important. Mais il faut orienter vers les professionnels de santé. Il n'y a que le médecin qui peut poser un diagnostic sur ce burn-out, puisqu'en fait, il faut aller chercher l'ensemble des symptômes pour pouvoir poser un diagnostic. Justement, pour revenir sur vos propos et la question de Thérèse, donc la ligne de démarcation entre la détection et le diagnostic est très très fine. Comment avez-vous pu, je dirais, concevoir les questions? Vous n'êtes pas parti tout seul dans votre coin. J'imagine qu'il y a une équipe, il y a eu des supports pour bien veiller à ce qu'on soit bien dans les clous. Oui, parce qu'effectivement, il y avait ce risque d'aller très vite sur le diagnostic, d'en faire un outil de diagnostic et de livrer quelque part une solution logicielle accessible au plus grand nombre, qui pouvait quand même poser problème. Donc pour se border un petit peu, déjà on a mis autour de la table un certain nombre d'experts. Donc pour pouvoir développer ce produit, on a des spécialistes un petit peu du sujet et on s'est aussi beaucoup appuyé sur les médecins. C'est-à-dire qu'on a pu associer donc sur notre équipe des médecins du travail, médecins conseils aussi donc, de la sécurité sociale, qui ont pu nous aider justement à choisir les questions et à doser un petit peu tout ça. Et puis surtout, on a eu une phase alors, qui reste modeste, qui est à l'échelle de ce qu'on peut faire au niveau des caisses, qui reste modeste, mais qui nous a permis quand même de confronter sur une centaine de visites médicales, de confronter ce que le questionnaire pouvait donner au préalable à la visite, c'est-à-dire que le salarié remplit le questionnaire, ensuite dans le face-à-face avec le médecin durant la visite médicale, il y a justement cet entretien, et on l'a fait en aveugle de manière à ce que l'avis du médecin, à un moment donné, on puisse le rapprocher de ce qu'avait donné le questionnaire. Et ça nous a permis ça déjà de nous rendre compte que certaines questions n'étaient pas comprises par les salariés, donc il a fallu les ajuster, et puis après on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des poids de questions qui étaient aussi à relativiser. Donc sur une centaine de cas, on a fait ça pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu robuste, on va dire, sur la détection, et en laissant au médecin, de toute façon, ce qui lui revient de droit, de fait, c'est-à-dire effectivement le diagnostic. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Juste une dernière question, on a même dû commencer par celle-là. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse du site web pour que les gens, s'ils veulent y aller? Donc je vais essayer de vous la retrouver. Donc on est sur... Elle apparaît à l'écran, on me dit, donc c'est parfait. Non, mais vous pouvez leur dire, allez-y. Voilà, donc c'est burnout.carsat-centre-ouest.fr. Mais c'est tiré centre-ouest, mais utilisable sur l'ensemble du territoire, par tout un chacun. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a eu à peu près un peu plus de 12 000 répondants et on est à peu près sur 8 000 questionnaires qui sont correctement remplis. Donc on a aussi une petite base de données intéressante pour en tirer des enseignements. Parfait. Merci beaucoup d'être rendu disponible et d'avoir présenté ce bel outil. Thérèse, on va passer maintenant à un nouvel organisme. Comme tu l'as précisé en émission, on a commencé par la détection. Maintenant, on va rentrer entre guillemets un peu plus, je dirais, dans le vif du sujet, en accueillant Gaël Drillon. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être venu avec nous cet après-midi pour parler un petit peu de l'expérimentation, même que vous êtes en train de mener au sein de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Je rappelle, vous êtes directeur des ressources humaines et techniques au sein de l'URSSAF. Vous travaillez sur la question de la surcharge du travail. C'est un sujet, on a parlé un peu contemporain, on a parlé de ressenti, on a parlé d'évaluation. Justement, pourquoi avez-vous mis en place cette expérimentation au sein de l'URSSAF ?
Alors, c'est un sujet qui était dans notre document unique d'évaluation des risques professionnels, sans forcément d'action véritable pour prendre en charge ce sujet. Et c'est un thème qui finalement nous suit depuis quelques années parce que les transformations que l'on conduit, les projets, posent cette question de la surcharge de travail. Donc, on s'est dit en 2023 qu'il est important de proposer une vraie réponse à cette question. Et c'est vrai qu'à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, on aime bien innover et s'engager sur des dispositifs expérimentaux. Donc on a monté ce dispositif qui va nous permettre finalement de travailler sur la détection, comme on vient de le voir avec l'expérience d'avant, et surtout d'engager une conversation entre les acteurs concernés pour essayer finalement de décortiquer le sujet de la charge de travail, parce que finalement la vraie innovation, c'est simplement de discuter de ce sujet. Alors, vous parlez d'un dispositif, de toute une démarche. On a échangé en amont pour préparer cette émission et vous nous avez expliqué effectivement que votre démarche, c'est un process qui implique de multiples acteurs. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait tout ce cheminement, tout le processus et ce que vous allez du coup déployer au niveau de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à chacune de ces étapes et les objectifs qu'elles embarquent chacune de ces étapes? Ok. En fait, le dispositif, déjà, il va embarquer les 3 acteurs clés qui sont la personne que l'on va détecter en possible surcharge de travail, et je dis bien possible surcharge de travail, son manager direct et le service des RH qui va être là pour accompagner la démarche. La démarche, elle suit 5 étapes clés. La première étape, ça va être de détecter la situation, et la détection peut se faire de différentes manières, soit par un signalement, soit par une saisie du salarié lui-même qui se sent en surcharge de travail. Voilà, ça peut être différents canaux. Deuxième étape, ça va être de discuter de cette situation, donc entre le salarié, le manager, les RH. C'est notre phase de détection, avec là des grilles que l'on a utilisées, qui sont des grilles de détection de l'ANACT, de l'INRS ou d'autres grilles d'évaluation. Une fois qu'on aura posé finalement l'ensemble des éléments de la situation, on va laisser repartir chaque acteur dans un temps d'intercession pour que les acteurs puissent finalement analyser les éléments subjectifs, le ressenti, le vécu qui aura été posé, et pour commencer à amener un peu plus d'objectivité lors du deuxième entretien. Lors de ce deuxième entretien, on va analyser la situation un peu plus finement à partir de la manière qu'on aura récoltée. Et donc c'est là qu'il est assez important de dire c'est vraiment un protocole qui va engager tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le dispositif juste en disant voilà, j'ai de la charge de travail, trouvez-moi une solution. Non, j'ai de la charge de travail, je vais être acteur de ça avec mon manager et on va trouver ensemble des solutions. Donc ce n'est pas un dispositif passif pour la personne, enfin c'est vraiment un dispositif actif qui embarque vraiment un écosystème complet. C'est ça, exactement. Troisième étape, une fois qu'on aura objectivé un petit peu la situation en fonction de ces différents éléments et qu'on aura aussi peut-être pointé du doigt le fait que ça n'est pas une question de charge de travail, c'est peut-être d'autres sujets comme l'épuisement professionnel ou des tensions dans l'équipe, parce que finalement, on peut venir dans ce dispositif avec des ressentis qui ne sont pas de la charge de travail. Troisième étape, donc, en fonction de ce qu'on aura pu poser comme élément d'analyse, on va faire un vrai plan d'action, un plan d'action engageant. Il faudra s'engager sur le plan d'action pour emmener la personne, le manager ou l'organisation sur des actions qui pourront rendre tout le monde un peu plus serein dans le travail et apporter, on l'espère, du bien-être au travail. Juste une précision, je crois que vous avez précisé, l'expérimentation, elle n'est pas limitée à un service, mais à l'ensemble de l'URSSAF. Hein. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans l'expérimentation, chaque salarié à partir du moment où il est détecté. Et effectivement, dans les actions qu'on pourra mettre en œuvre, on va traiter finalement la vraie raison du problème. Et la raison n'est peut-être pas qu'un problème individuel, c'est peut-être un problème d'organisation plus important. Et pour revenir sur ce plan d'action, vas-y Thérèse. Oui, alors je me disais effectivement le plan d'action et à l'issue de ce plan d'action, comment vous clôturez cette démarche d'accompagnement ? Alors déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que le dispositif lui-même est la première action importante, c'est-à-dire de mettre en discussion les acteurs. Pour moi, c'est déjà une réponse très très importante. Ensuite, on ne s'interdit rien, c'est-à-dire qu'on va mobiliser toute la batterie d'outils qu'on peut mobiliser dans une organisation, de la formation bien entendu, du tutorat, du mentorat, peut-être des bilans de compétences. On est capable aussi d'activer un soutien psychologique le cas échéant. On peut évidemment orienter vers le médecin du travail si on devait détecter des situations très compliquées. On peut imaginer aussi de l'optimisation de processus quand on voit que les causes sont plus organisationnelles et éventuellement envisager aussi des renforts si jamais il y a un vrai sujet autour de la charge de travail. Donc rien n'est arrêté, ça va dépendre vraiment de chacune des situations et c'est ça l'intérêt, c'est de s'adapter à la situation.
Et le point fort aussi de votre dispositif, c'est la formalisation de cet engagement qui est tripartite entre votre service RH, la direction RH, le salarié, le collaborateur et son manager. C'est ça. On s'engage vraiment au début du protocole, c'est-à-dire on signe un document comme quoi on veut suivre le protocole et on s'engage à la fin du protocole avec un plan d'action qui sera co-signé par tous les acteurs. Très bien. Et donc, ce dispositif est actuellement en cours de déploiement, d'expérimentation. C'est tout frais à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Comment vous abordez les choses, comment vous allez pouvoir vous poser à la fin de cette expérimentation, combien de temps vous vous donnez enfin... Donc le dispositif a démarré de manière opérationnelle le 1er décembre. On a travaillé pendant toute l'année 2023 à le monter. Il démarre au 1er décembre. Là, notre grande question, ça va être de voir si les salariés rentrent dans le dispositif, si on a de la détection qui s'opère et des gens viennent adhérer au protocole. On s'est fixé 6 mois d'expérimentation. On a monté un outil d'évaluation qui va permettre de regarder un petit peu sur le fond et la forme tout ce qui se passe dans le protocole et tout ce que cela apporte. Avec cette question clé qui est à la fin de notre évaluation, c'est finalement est-ce que le salarié se sent mieux à l'issue, parce que c'est vraiment ça qu'on souhaite, et on tirera les conclusions donc à 6 mois pour voir si on poursuit le dispositif en l'état, si on le fait évoluer et comment on peut aussi l'élargir, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'intéressent à ce sujet. Et je crois même en dernière question que vous allez travailler en parallèle en 2024 à l'accompagnement des managers sur la question de la charge du travail de manière plus globale, on va dire. Exactement, on va former tous nos managers pour qu'ils soient vraiment au cœur de ce sujet, qu'ils acquièrent des bases et qu'ils puissent être en premier niveau de réponse, parce que rappelons-le, ce protocole, il intervient en deuxième niveau de réponse. Le premier niveau de réponse sur la charge de travail, c'est le manager. Au quotidien, c'est lui qui doit réguler tout ça pour éviter d'avoir des situations critiques qui pourraient rentrer dans notre protocole. Merci beaucoup Gaël, c'était très complet. C'était une autre question, mais je trouve ça très complet. On vous souhaite une belle expérimentation, on croise les doigts. Merci. Voilà. Et on se retrouve dans 6 mois alors, à l'été prochain. Rendez-vous dans 6 mois. Merci beaucoup. On va passer à un autre intervenant encore sur plateau. On a vraiment la chance aujourd'hui, on arrive à voir les intervenants sur plateau, c'est toujours beaucoup plus interactif et on vous remercie d'être venus aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'accueillir Michael Guineuf. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil de la branche risque professionnel à la CNAM, alors la branche maladie, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, entre guillemets, c'est jamais. Voilà. Est-ce qu'avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, nous présenter un petit peu le périmètre, entre guillemets, de la branche que vous représentez aujourd'hui? Alors oui, on va plutôt parler de la branche accident du travail et maladie professionnelle. Donc plutôt rallonger le nom assurance maladie risque professionnel. Et à ce titre, nous, on couvre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc à travers les CEPAM, on reconnaît et on indemnise les victimes. À travers les CARSAT, on tarife les entreprises, parce que c'est un système équilibré finalement. Ce que coûtent les accidents du travail et les maladies professionnelles sont répercutés aux entreprises à travers un système de tarification. Et je représente là les services prévention au niveau national et au niveau régional, puisqu'on mène justement des programmes de prévention pour que les situations de travail s'améliorent dans les entreprises. Thérèse ? Très clair, mais c'est très bien pour nous aussi, acteurs de la sécurité sociale, c'est bien aussi de repositionner ce cadre d'intervention, puisque vous travaillez en lien avec, effectivement, sur le territoire, les CARSAT et autres caisses de prévention. Et alors, ma première question, ça va être quel constat est-ce que vous faites sur la question de la prévention des risques psychosociaux dans les entreprises? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un sujet dont les entreprises s'emparent ou pas tout à fait? Quel est votre diagnostic là-dessus, si on peut parler de diagnostic? Là, on a le diagnostic. Tout à l'heure, c'était détection. Là, on peut diagnostiquer. Alors, je ne sais pas si je peux m'autoriser à porter un diagnostic, le terme est un peu fort. Néanmoins, on voit que depuis environ 20 ans, on s'intéresse beaucoup plus au sujet. Nous sommes passés, nous, service prévention des caisses, à traiter, des caisses régionales, à traiter plutôt des problématiques d'accidents mécaniques, électriques, de chute, à plutôt des accidents ou des situations de travail qui sont dégradées à travers l'organisation du travail. Et on le voit qu'après les dernières enquêtes, nous, on dénombre environ plus de 10 000 accidents. AT dit TPS. Tout à l'heure, Jean-Michel Jorland a évoqué le burn-out et la reconnaissance en maladie professionnelle, mais il n'y a pas de tableau. Néanmoins, on reconnaît hors tableau des maladies professionnelles en lien avec les troubles psychosociaux, et c'est environ 1500 reconnaissances par an, donc ce n'est pas neutre dans le paysage. C'est en progression ? Et c'est toujours en progression.
Et plus globalement, on le voit dans les enquêtes, un salarié sur 2 déclare se dépêcher souvent ou très souvent. On a un salarié sur 3 environ qui va être l'objet d'un comportement hostile au sein de son travail. Donc on sait que c'est des sujets qui émergent et qui sont très fortement concernés par nos actions. Néanmoins, on a plusieurs typologies d'entreprises confrontées à ces problématiques-là. On l'a vu tout à l'heure, on parle d'intensité ou de surcharge de travail, il y a des exigences émotionnelles selon les situations de travail. On peut parler aussi des problématiques d'autonomie, de reconnaissance. Enfin, on est quand même dans un contexte assez large de facteurs de risque, comme ça a été évoqué pour le burn-out, qui impactent ces situations de travail et qui ne sont pas toujours faciles à mener au niveau des entreprises et qui engagent généralement des remises en cause qui peut être importantes et le témoignage de l'URSSAF est assez important à montrer que voilà, le fait de parler du travail, de vouloir déjà se poser la question et de se dire que ces problématiques peuvent venir de l'organisation du travail est déjà un grand pas pour les entreprises et malheureusement elles ne sont pas toutes prêtes à le faire, ce grand pas. C'est vrai qu'on se dit que finalement l'employeur doit assurer la sécurité de ses salariés et donc quand on parle de sécurité physique, on peut peut-être aussi parler de sécurité santé mentale. Enfin, on peut peut-être tirer effectivement le fil. Tout à fait. Ce sont les obligations de l'employeur, tout à fait. Voilà. Vous avez tout à fait raison, puisque finalement cette partie santé mentale a été rajoutée au niveau du Code du travail où on était justement sur la préservation de la santé physique et mentale des salariés. Donc c'est bien des choses qui incombent à l'employeur en termes d'obligation de résultats. Et les employeurs finalement peuvent revenir vers nous, mais aussi on essaye de leur faire prendre conscience des conséquences de ces mauvaise organisation du travail ou mauvaises conditions de travail qui impactent assez rapidement l'entreprise sous forme d'absentéisme, de désengagement, qui ont aussi des impacts sur la performance des entreprises. Vous parlez de diagnostic tout à l'heure, vous faites aussi maintenant des prescriptions, entre guillemets, si on est dans le jargon médical. Vous déployez très fréquemment des expérimentations qui sont soit en direct, soit parfois en lien avec les organismes locaux de sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous avez actuellement de déployé sur le terrain ? Alors oui, on mène des... Dans un champ divers, et large, comme vous le disiez. Tout à fait. Comme j'ai évoqué, on mène des programmes de prévention à travers les services prévention des CARSAT. Jean-Michel Jorland en était le représentant tout à l'heure. Typiquement, c'est une problématique assez large qui couvre de nombreux secteurs d'activité, mais on sait que dans certains secteurs d'activité, c'est très prégnant, et notamment le service médico-social, sanitaire et médico-social, où on a des actions spécifiques sur le domaine qui peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être accompagner les établissements sous forme de formation-action pour leur demander de mettre en œuvre des démarches de prévention. Et à ce titre-là, il a été évoqué l'INRS, l'Institut national de recherche et sécurité, qui est aussi un organe de la branche accident du travail et maladies professionnelles et qui est nourri, finalement, toutes les documentations de l'INRS sont nourries par les actions de terrain des préventeurs des CARSAT. Et donc, on essaye de promouvoir les démarches qui ont lieu au sein de l'INRS, promouvoir nos brochures, nos méthodologies, donc au sein des organismes sanitaires médico-sociaux. On a également évoqué l'autonomie, donc il y a aussi des expérimentations qui sont faites avec des entreprises d'aide et soins à domicile sur la mise en œuvre d'équipes autonomes, donc remettre les salariés finalement au cœur de l'organisation. Donc on est en train d'évaluer ce type d'accompagnement. Il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs, on n'a pas toujours la balance tout positif. C'est le principe de l'expérimentation. C'est le principe de l'expérimentation. Et on a des choses aussi plus larges à la demande plutôt de notre directeur général Thomas Fatome. On expérimente également les premiers secours en santé mentale. Donc c'est un dispositif, je pense que quelqu'un va en parler juste après, donc je ne vais pas aller très loin, mais qui a vocation plutôt à déployer des choses plutôt santé publique, et on s'interroge sur l'impact que peut avoir ce dispositif sur la santé au travail, puisqu'on parle toujours de vie perso, vie professionnelle, mais la frontière, on n'a qu'une vie, on va dire. On ne la laisse pas à l'entrée de la CEPAM, en l'occurrence sa vie personnelle. Elle nous accompagne partout. Merci beaucoup en tout cas, M. Guineuf, et merci pour ce teasing du prochain intervenant. Voilà. Je vous en prie, merci. On va donc continuer un petit peu notre séquence, Thérèse. Alors là, pour le coup, on sera à distance, mais le projet demeure pas moins vraiment passionnant. Nous avons le plaisir d'accueillir à distance, et j'espère qu'ils nous entendent bien,
de la CEPAM de la Somme, Laetitia Cecchini, j'espère ne pas l'écorcher votre nom, directrice des ressources humaines, et Sébastien Voussen, qui est avec vous dans vos équipes en tant que responsable RH. Vous m'entendez bien tous les deux? Parfait. Ah, c'est parfait. Vous avez entendu un petit peu le teasing qui a été fait par M. Guilleneuf sur le secours, les premiers secours en santé mentale au sein de la caisse primaire. Vous avez mené ces travaux, cette expérimentation. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un petit peu les raisons qui vous ont poussé à mener ces travaux au sein de la CEPAM? Alors, juste en introduction, et avant de vous répondre sur ce qui nous a motivés, le contexte, la direction de la Caisse de la Somme a fait ce choix de former tous les managers et les agents de direction à ces premiers secours en santé mentale. Donc, c'est très récent, en octobre 2023. Et la participation, et ça, c'est une certaine singularité, était obligatoire. La formation, elle a été dispensée par Santé Mentale France, sachant, par ailleurs, j'ai oublié de le dire, on est un organisme de 500 agents. Et donc, pourquoi effectivement on est parti dans quelque chose d'envergure? D'une part, le constat dynamique d'arrêt maladie, pas différent de ce qui s'observe dans les organismes sociaux et dans les entreprises en général, et des échanges nourris par le médecin du travail, nous indiquant évidemment dans les entretiens de retour constater de plus en plus de troubles psychiques à l'origine de l'arrêt maladie, et ce depuis sortie de crise. On est passé depuis septembre 2023 au télétravail à 3 jours. Ça fait partie désormais des formules et du coup, ça éloigne un petit peu plus physiquement nos collaborateurs du manager. Et du coup, il était important pour nous de les sensibiliser, notamment au repérage de ces signaux faibles. Un autre point qui nous a motivés, c'était les résultats du dernier BSI 2022, où 1 salarié sur 5 de l'organisme déclarait, et c'est ce que disait le collègue précédent, des niveaux de stress importants, je le répète, 1 sur 5, et également de surcharge de travail. De surcroît, nous, on a toujours investi en formation sur nos managers. Ils sortaient d'un cycle que l'on a pris auprès de l'EN3S sur le management hybride, un cycle de 6 sessions par Greenworking qui était déjà très qualitatif. Et du coup, pour continuer dans la dynamique d'enrichissement des compétences, on a fait ce souhait de former par Santé Mentale France. Et le dernier point, c'était surtout ce programme et pas un autre, puisqu'il est labellisé, il est protégé par un droit d'auteur, vous ne récupérez pas les outils, et c'est une association nationale d'utilité publique, d'envergure, je dirais, et qui relaie un programme international cette fois-ci, qui tourne depuis les années 2000 en Australie. Donc ça nous a aussi donné confiance par rapport au contenu, parce que c'est quand même une matière qui est assez difficile à manipuler. On l'a présenté aux élus de la CSSCT, qui ont reçu ça évidemment très très favorablement. Super. Et alors, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que ces formations se déroulent? Quel est leur contenu? En fait, qu'est-ce que vivent les managers de la CEPAM de la Somme lorsqu'ils participent à ces formations de premiers secours en santé mentale? Alors, Mme Cecchini l'a dit, cette formation a été dispensée auprès de 50 managers à peu près et les agents de direction. Alors, c'est assez classique comme processus. C'est une formation qui se déroulait sur 2 jours, alternant de la théorie pour les acculturer du coup aux troubles, notamment de la santé mentale, puisque c'était un couvercle nouveau qu'on levait, des curiosités qu'on n'avait pas, parce que c'était un sujet assez fragile, assez difficile à explorer. Donc, on a proposé aux managers de les acculturer sur qu'est-ce que sont les troubles en santé mentale, quel nom on peut leur donner, etc. Et puis, on a alterné quelques vidéos, quelques démonstrations et puis quelques exercices de mise en situation avec bien évidemment toujours la possibilité de pouvoir s'extraire de ces exercices pour les managers parce que parfois, ça renvoie à des émotions, des histoires personnelles et autres. Et donc, c'était toujours dans la bienveillance avec une très belle dynamique proposée par les formateurs sur Santé Mentale France. Donc, c'était plutôt très bien. Et très dynamique. Alors évidemment, on aborde des sujets nouveaux tels que les troubles d'anxiété, les troubles dépressifs, les comportements suicidaires. Donc il y a vraiment des termes qui étaient assez poignants, assez forts. Et puis à l'issue de cette formation de 2 jours, il n'y a pas non plus d'évaluation des connaissances. Il y a simplement une attestation, elle est téléchargée sur le site et vous êtes ainsi reconnu comme étant titulaire de cette attestation de formation au premier secours en santé mentale. J'ai envie de dire que ça ressemble un peu au dispositif de formation aujourd'hui qu'on propose en interne sur les premiers secours, de façon classique.
En préparant cette émission, vous nous aviez indiqué que lorsque vous avez présenté cette démarche, donc ces premiers secours en santé mentale, qui est quand même un sujet, comme on l'a dit, un peu lourd, un peu compliqué à aborder, ça a parfois un peu interpellé vos managers. Comment avez-vous levé les doutes, enfin les éventuels doutes qu'ils ont pu avoir par rapport à ce type de formation ? Oui, vous avez raison parce que bon, nous, on assistait aussi aux sessions et en conclusion, certains managers nous interpellaient sur ce qui était attendu par la direction, mais cette fois-ci en tant qu'employeur. Et la question, c'était mais il se cache quoi derrière ces formations ? Et nous, même si en introduction, on a bien expliqué qu'il y avait voilà, une offre de service en développement de compétences, il a été important, et on le dit pour ceux qui vont dupliquer, d'insister sur le fait qu'il n'y a aucune obligation de résultat, ni même de moyens. Ce qu'on a juste souhaité, nous, c'était les soutenir. Ils sont dans un exercice exigeant avec des collaborateurs maintenant à distance. Et s'ils ne le sentent pas, c'était le cas, ils n'étaient pas enjoints d'intervenir. Ça n'a pas été fait à dessein de protéger, comme on dit, cette responsabilité employeur en matière de sécurité. L'essentiel pour nous, c'était de développer de l'empathie, de l'observation, de l'écoute. Et si ça ne passe pas, de passer le relais. Mais d'avoir un maillage assez important dans l'organisation pour rester vigilant sur toutes les situations. Oui, c'est très intéressant puisqu'en fait, finalement, c'est, comme vous le disiez, quelqu'un qui passerait son brevet de premier secours, en fait, c'est, on va dire, une corde à son arc dans sa vie de citoyen. Et en fait, on est sur le même modèle, finalement, d'être outillé et d'avoir des éléments, des apports pour soi-même aussi, peut-être mieux réagir dans des situations peut-être complexes. Et donc, ma dernière question, c'est voilà, sur cette première phase, on va dire, d'embarquer vos managers à la CPAM de la Somme. Quel bilan est-ce que vous faites de cette première phase et comment vous comptez peut-être tirer le fil de cette démarche ? Qu'est-ce que vous envisagez par la suite ? Alors, déjà, les premiers éléments de langage qu'on a pu recueillir à l'issue de cette formation, c'était plutôt de la grande satisfaction exprimée par les managers, plutôt rassurés de pouvoir se voir proposer une boîte à outils nouvelle, de mieux appréhender les situations, et déjà des retours, des témoignages de certains managers qui ont pu se positionner de façon différente au regard de certaines manifestations, donc avec beaucoup plus d'habileté, une étude un peu comportementale différente, et ça c'était plutôt très intéressant. Et puis finalement, vous l'aviez dit tout à l'heure en introduction, on est en avance de phase sur les ambitions nationales, puisqu'on répond d'ores et déjà aux attendus du SDRH de l'assurance maladie 2023-2027 sur ses ambitions, sur l'enjeu d'un employeur responsable, pour accompagner l'ensemble du personnel sur cette thématique de santé au travail, de santé mentale, pardon. Et puis, on va proposer en 2024, d'une part, de former les élus à la C2ACT et d'ouvrir plus largement, et cette fois-ci sur la base du volontariat, à différentes personnes, à différents agents qui pourraient être intéressés, et notamment peut-être au regard de certaines situations professionnelles, type gestion de situation client. Parce qu'en fait, la première vague, je ne sais pas si on l'a précisé, mais la première vague de formation à destination des managers était bien sur une formation obligatoire. Et vous allez passer donc là dans cette deuxième phase sur une formation à la demande, volontariat. Oui. Exactement. Donc vous voulez créer une culture de la santé mentale au sein de la CPAM. Exactement. Et ça fait partie des grandes préoccupations de santé publique. Donc en plus, c'est une symétrie, je dirais, des attentions. On est des organismes d'assurance maladie qui traitons ces pathologies. Par définition, c'est plutôt intéressant de s'intéresser au bien-être de nos salariés. Merci beaucoup à tous les deux de vous être rendus disponibles, d'avoir présenté ce beau projet, et on souhaite qu'il y ait plein de sauveteurs l'année prochaine au sein de la CPAM. Et en tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup d'être rendu disponible. Merci. Alors Thérèse, on va aborder notre dernière intervenante en l'occurrence, pour être précis. Je ne sais pas si elle m'entend. Est-ce que Madame Cécile Desjous m'entend bien à distance ? Oui, très bien, je vous entends et je vous vois. Ah, formidable. Bonjour Madame Desjous. Vous allez bien ? Bonjour. Très bien. Alors, vous êtes professeur émérite au CNAM. Alors, attention, CNAM, ce n'est pas l'assurance maladie, là, c'est les arts et métiers. Un autre sujet, c'est la même dénomination, mais on va aborder, entre guillemets, un champ beaucoup plus large. Vous êtes une experte sur ces questions, entre guillemets, de santé mentale, de care. Mais avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et partager avec vous votre savoir-faire et votre expertise, je voulais avoir un petit peu votre regard sur les différentes expérimentations, les différents témoignages qu'on a pu avoir dans cette émission. Comment voyez-vous cela ? Avec un regard vraiment extérieur pour le coup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous sur ce sujet crucial.
Peut-être en préambule, je voudrais donner mon avis sur 2 points. Le premier point, c'est qu'en fait, je pense que c'est très important de dire aux collaborateurs que c'est normal s'ils sont stressés, s'ils se sentent parfois submergés, si en fait ils sentent qu'ils peuvent avoir des difficultés dans le rapport au travail, parce qu'on est dans un environnement, dans ce nouveau normal, qui est vraiment différent, qui est accéléré, qui a énormément d'incertitudes, de paradoxes, et qu'en fait, c'est presque normal de ne pas se sentir normal dans ce nouveau normal. Donc, je pense que déjà, il y a une déculpabilisation à faire, et le fait de voir toutes les innovations que vous avez proposées, eh bien, ça va dans ce sens. On peut mettre le sujet de la santé mentale donc sur la table dans les entreprises parce que c'est normal qu'il y ait des problèmes. Le deuxième point, c'est vraiment en fait de partager avec vous ce que nous on observe. Au sein du CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers, j'ai un observatoire sur les transformations managériales et RH. Et j'ai observé énormément de salariés en situation de pré-burnout et de burn-out. Et donc à partir de là, en fait, on a tout de suite vu qu'il y avait 2 grandes voies. La première voie, c'est ce que vous avez fait, et c'est les 3 expérimentations que vous avez présentées qui s'incluent dans cette voie. C'est une voie d'éveil, une voie de détection, une voie où on va faire donc des outils qui permettent d'évaluer de façon volontaire, autonome, ou alors de façon obligatoire comme la dernière innovation, et qui amène aussi à des actions. Donc, c'est vraiment une voie où on prend le sujet et on va vers de l'éveil et de la détection. C'est ce qu'on appelle donc de la prévention ou du bien-être au travail. Il y a une deuxième voie, et c'est dans cette deuxième voie donc que je m'inscris. Cette deuxième voie s'appelle le management par le care. Et c'est une expression que j'ai vraiment créée parce qu'elle n'existe pas en management. On parle du care dans la philosophie. On parle du care dans l'éthique du care, on parle du care dans le soin, mais pas en management. Et pour moi, en créant cette expression management par le care, alors que la première voie est pour moi un creux, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des éléments de détection, d'évaluation et donner un plan d'action, la deuxième voie, c'est un peu comme un complément alimentaire. C'est-à-dire qu'on va essayer d'anticiper pour pas que ça arrive. Et c'est ça le care. Manager par le care, c'est donner une boîte à outils aux collaborateurs, mais surtout aux managers, pour qu'ils prennent soin, care, de lui en premier lieu, le self-care. Parce que si on ne prend pas soin de soi, on devient, sans le vouloir et sans le savoir, un manager toxique. Et on est la cause du mal-être des autres. Et donc, c'est d'abord parce qu'on maîtrise bien son self-care qu'on pourra ensuite travailler avec les équipes sur le team care. Et, bien sûr, après, il y a le 3e volet, mais on n'est pas là pour en parler, c'est le Planet Care. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on a un projet plus grand socialement et lié au développement durable qu'on peut tester des outils, créer du sens, du réseau et donc acculturer différemment. Bref, si on est là sur le self et le team care, j'aimerais donc vraiment refaire des ponts avec ce qui a été dit. Qu'est-ce que c'est le self-care ? C'est prendre soin de soi et savoir déjà, en premier lieu, qu'il n'y a pas une surcharge mentale et une surcharge de travail, il y en a 8. Ça, c'est fondamental, hein, dans tous nos travaux le montrent. Il y a 8 surcharges. On a fait des lives, j'ai fait des infographies dans les réseaux sociaux, je pourrais vous donner tous ces supports. Et c'est parce qu'on fait un diagnostic de ces 8 surcharges qu'on va pouvoir voir lesquelles sont stressantes pour nous et qu'est-ce qu'il faut faire pour déléguer, ne pas faire, ou alors automatiser pour diminuer ces 8 surcharges. Alors, on a la surcharge de travail, on a la surcharge des rôles, on a la surcharge cognitive, on a la surcharge mentale, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important parce que le self-care, c'est prendre conscience de ça. Et quand je vous dis que c'est une démarche un peu comme un complément alimentaire, c'est quand on prend conscience, eh bien, on règle le problème avant qu'il arrive. D'accord. Et dans le self-care, il y a plein d'autres outils, parce qu'on a mis en avant des outils qui sont fondamentaux pour ne pas être en RPS et pour ne pas être en pré-burnout, par exemple, l'importance de savoir faire des breaks. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences et à toutes les grandes études sur le travail, que si on est capable de faire des breaks plusieurs fois dans la journée et un peu différemment
de ce qu'on fait en se levant entre deux teams et en prenant un café, eh bien, il y a des façons de mettre un reset à son cerveau, donc d'éviter d'être dans la situation où notre cerveau va faire un swap, comme quand on est en physique, on va avoir un malaise vagal et c'est quelque part une protection du physique. Le burn-out, c'est quoi? C'est une protection du mental parce qu'en fait, on n'en peut plus. Donc, pour éviter d'être dans cette swap, en fait, il y a des outils de pré-anticipation et donc c'est ça qui nous intéresse. Dans le team care, et je reviens aussi donc à l'expérimentation qui a été faite, quand vous parlez de diagnostic, etc. Aujourd'hui, on a des travaux de recherche fondamentaux qui expliquent comment on peut créer un système de management positif. Et un des gros problèmes en France, c'est qu'on n'a pas du tout la culture du management. On n'apprend pas le management dans l'école de management et dans l'école de commerce. Aux États-Unis, on apprend le management après un bachelor. Quand on a déjà travaillé, on fait un MBA, on apprend du management. Et donc, le système de management positif, ça se décrit. On a créé d'ailleurs tout un modèle autour des 5 R qui met en place les variables qui ont été prouvées statistiquement, sur lesquelles on a des corrélations, qui montrent qu'en fait, on est dans un système de management positif. Bon, et ça, c'est quoi? C'est les rôles, les routines, la reconnaissance, le respect et les règles. Donc, tout ça, c'est très connu. Et en même temps, on a en fait une façon de développer un management et une dynamique de management positive. Donc, tout ça pour dire, donc pour terminer, parce que je ne voudrais pas prendre la parole trop longtemps, il y a des startups qui travaillent ces deux aspects, le self et le team care, et qui mettent en place des systèmes donc, de boîte à outils pour d'anticiper tous les effets pour ne pas tomber dans le burn-out, et des systèmes de management positif pour anticiper des équipes dans lesquelles on aurait des problèmes. Donc moi, je m'inscris vraiment avec le management par le care dans un système d'anticipation sous la forme de compléments alimentaires pour pouvoir vraiment être dans les bons réflexes en responsabilisant l'individu pour ne pas qu'il soit en burn-out et pour ne pas qu'il soit dans un désengagement. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces deux voies et je pense qu'elles sont complémentaires. Je peux vous poser une question un petit peu sur ce self-care et ce team-care. Est-ce que ce sont des dispositifs, des approches qui sont interconnectées? C'est-à-dire, est-ce que l'efficacité de l'un ne peut pas fonctionner typiquement, si vous développez une bonne culture du team care au sein de votre unité de service, mais que d'un point de vue self-care, entre guillemets, l'engagement est moindre, est-ce que c'est aussi efficace et vice-versa? Est-ce que, voilà. C'est une excellente question. C'est totalement bijectif. Quelqu'un qui n'est pas centré et qui ne développe pas son self-care, à un moment donné, s'il est en sur-implication, il sera négatif pour l'équipe. L'idée, c'est de comprendre 3 choses. Que le burn-out ne vient pas pour des gens qui travaillent mal ou qui ont peu de sens au travail, non. Il vient quand il y a un décalage entre les valeurs et le travail effectué. Il vient avec des personnes qui sont en surinvestissement et qui ont à un moment donné une perte d'estime d'elles parce qu'elles ne se perçoivent pas comme assez reconnues par rapport à l'effort qu'elles pensent donner. Et donc, il y a un vrai décalage et c'est vraiment psychologique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne se voit pas sombrer quand on est en burn-out. Et donc, c'est l'importance de l'équipe qui tire la sonnette d'alarme. Je suis toujours très, dubitative pour des outils dans lesquels on s'auto-évalue. Parce qu'en fait, quand on est vraiment en situation de burn-out et non pas de dépression, on ne voit pas qu'on sombre. Donc, on ne va pas aller faire un test. C'est les autres qui voient que notre comportement commence à devenir anormal. Et troisièmement, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a fait un burn-out, le gros problème, c'est la récidive. Donc, on a beaucoup de chances d'en refaire un très vite. Donc, ce n'est pas simplement les cachets, l'arrêt ou la prise de conscience qui est importante. C'est moi, avec tout ce que je sais de moi, comment je vais faire pour pouvoir changer. Parce que si on ne change pas le contexte ou ma façon d'être par rapport au contexte, je retournerai dedans. On ne peut sortir du burn-out que si on change les causes, le contexte et ma relation aux causes et au contexte. Donc, c'est très important pour moi le management par le care parce qu'il est utile avant pour ne pas aller, il est utile après pour ne pas retomber dedans. D'accord.
J'ai une dernière question, après je vais céder la parole à Thérèse. Justement, l'ère du temps, c'est le télétravail, l'hybridation des modes de travail, même parfois même des activités au sein d'une même unité de service. Est-ce que justement ces concepts qui ont tendance à déstructurer, au premier abord, peut-être que vous me direz le contraire, justement, les concepts de care peuvent résister à ces vagues-là? Parce que quand on travaille dans une unité fermée, je dirais dans un open space ou même dans un circuit fermé, ça paraît plus simple de développer ce type de culture plutôt que un collaborateur qui est à Marseille, l'autre qui est à Paris, l'autre qui est sur site. Enfin, comment voyez-vous un petit peu cela, cette résistance avec ces nouvelles formes de travail? Alors, c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes risques par rapport à ces sujets. Il y a des personnes, parce qu'ils ont plein de passions en dehors, c'est des as de tir à l'arc, voilà, ils auront un équilibre qui fait qu'en fait, ils seront moins sujets. Puis il y en a d'autres qui, par leur environnement, parce qu'ils font beaucoup de télétravail, ils adorent ça, mais en même temps, ça leur joue des côtés négatifs sur leur santé mentale, ils ont plus de risques. Donc, on n'est pas tous égaux là-dessus. Ce qui est clair, c'est que si on compte que sur le manager, je pense que c'est une erreur, parce que c'est encore faire porter au manager un sujet sur lequel il a peu d'effet. Je crois que c'est important de donner à la personne et à chaque collaborateur justement les outils du self-care pour que lui-même soit en responsabilité et puisse éviter d'aller dans des stress trop importants. C'est un peu comme les abdos, quoi. C'est pas le coach qui va les faire à votre place. Si vous les faites pas tous les jours, vous les aurez pas les tablettes de chocolat. C'est un peu pareil. Je veux dire, à un moment donné, c'est important de muscler son esprit et de muscler son mental. Et ça, c'est une responsabilité. Mais très souvent, on ne donne pas la boîte à outils à chacun pour muscler justement sa façon de réagir face au stress. Parce que le stress, il n'est pas que professionnel. Il peut être énormément personnel. Vous êtes aidant, vous êtes parent, vous avez plein de choses dans la vie qui font que même hormonalement, vous allez avoir des moments dans votre vie où vous aurez plus de chances d'avoir du stress. Donc, en fait, muscler son mental, ça s'apprend. Tout à fait. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Madame Dejoux. Juste avant, je vais juste préciser à l'audience que nous allons diffuser un questionnaire de satisfaction et que, voilà, on attend vos réponses pour nos prochaines émissions. Et donc, merci d'avance pour vos réponses à nos quelques questions. C'est très rapide. Donc, dernière question pour vous, Madame Dejoux. Vous nous avez donné des exemples de tous ces formats qui vont composer en fait une démarche de care. Et alors très concrètement, au vu des témoignages qu'on a pu entendre juste avant vous, qu'est-ce que vous pourriez donner comme recommandation à des organismes qui souhaitent vraiment se pencher sur le sujet de la préservation de la santé mentale? Par quoi commencer? On a eu quelques exemples déjà, mais quel est votre regard à vous sur ce sujet et quels conseils très concrets est-ce que vous pourriez donner à un organisme qui souhaite traiter de ce sujet? Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Pour la première innovation sur la détection et le site Internet, moi, je trouve ça vraiment très, très utile, très positif. Je pense qu'il y a 3 éléments qui peuvent peut-être valoriser encore plus la démarche. Premièrement, c'est peut-être des mini-vidéos qui peuvent être faites avec des avatars, si vous ne voulez pas donner un aspect humain, vous voulez pas, ou des acteurs, je ne sais pas, pour dire en fait, ça a apporté quoi de faire ça? Ça apporte quoi d'avoir fait un questionnaire et après d'avoir vu qu'on était dans le vert, dans l'orange ou dans le rouge. Donc, je pense que ça, c'est super intéressant de montrer le bénéfice et de montrer l'apport, le cadeau, ça apporte quoi? Ça apporte que peut-être on est... je sais pas... Je vous donne un exemple. Il y a plein aujourd'hui de possibilités de faire de la prévention par rapport à l'ADN. Voilà. Donc, vous allez chez votre gynéco, vous faites un test de la salive et on vous dit quelle est la probabilité de votre cancer du sein. OK. À la fin, vous êtes dans le vert, vous êtes dans l'orange, vous êtes dans le rouge. Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte, soit il y a ceux qui ne veulent pas le faire, soit il y a ceux qui se disent je suis sécurisé, etc. Donc, je pense que le bénéfice de qu'est-ce que ça apporte de faire ça est super important. Bon, je ne pourrais pas dire aujourd'hui ce que ça apporte, mais en tout cas, je pense que penser et le valoriser, c'est super important parce que si on n'a pas le bénéfice, pourquoi on le ferait? Parce que quand on est mal, je ne vois pas pourquoi on irait faire un questionnaire pour savoir qu'on est mal alors qu'on sent qu'on est mal.
Bon. Donc, je pense qu'il faut le jouer sur le ton de l'humour ou il faut le jouer sur le ton du bénéfice. La deuxième innovation sur la surcharge. Alors, je pense que ça, c'est génial, c'est passionnant parce que ça pose le problème. Le problème, c'est qu'en fait, vous abordez un sujet sur 8 et que vous abordez la surcharge de travail. Or, il y en a 8 des surcharges. Donc, je pense qu'en fait, c'est super intéressant, mais qu'il faut aller plus loin. Mais par contre, que poser le sujet, j'ai vu très peu d'entreprises le faire, donc chapeau bas. Le troisième, qui était donc sur gérer les problèmes, en fait, parler des problèmes, ben ça aussi, c'est un plan d'action très important parce qu'en fait, on est tous les trois ensemble, les collaborateurs, les RH et le manager. Et je trouve que là aussi, une gamification pourrait être peut-être quelque chose qui peut être un apport. Faire ça sous forme d'un jeu, d'un trivial, ou faire ça sous forme de décadrage. Parce que plus les sujets sont importants, plus le fait de les décadrer permet à chacun de pouvoir se sentir moins impliqué ou pointé du doigt, je dirais. Donc, je trouve que le fait de poser ces sujets, c'est fondamental, il faut continuer et il faut surtout prendre ce qu'on appelle le pouls, le pouls des acteurs et donc comment les acteurs qui ont vécu ces trois innovations l'ont vécu et c'est eux qui ont la réponse sur comment les améliorer. Je crois que vous êtes vraiment dans des démarches de test and learn et déjà vous posez différemment des solutions sur un sujet qui est le sujet de la santé mentale. Donc bravo parce que c'est pas évident. Mais je pense que ça doit être complété par peut-être un autre chemin qui est le chemin du CARE, qui est un chemin complémentaire. Merci beaucoup Madame Dejoux, je crois qu'ils sont pas loin, ils ont pris bonne note des recommandations. Et merci en tout cas d'avoir fait un peu ce feedback avec Thérèse sur les différentes expérimentations et initiatives portées par les organismes locaux de sécurité sociale. Et on voit que la dimension et le sujet est vaste, pas forcément simple à aborder au premier abord et qui est un sujet de long cours. En tout cas, il y a vraiment besoin de travailler sur la durée sur ces questions-là. Thérèse, je te laisse la parole. Ouais. Oui, et bien voilà, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet de la santé mentale au travail. Donc, avant de conclure, je vous rappelle que nous avons un questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous d'avoir votre retour, vos avis sur l'émission afin de vous offrir un contenu adapté, adéquat. Donc, merci d'avance pour vos réponses. Merci également à tous les intervenants et intervenantes pour leurs témoignages, leurs éclairages. Jean-Michel Jorlan, Gaël Drillon, Michael Guineuf, Laetitia Secchini, Sébastien Boussen et Cécile Dejoux. Merci à toutes et tous. Oui. Le Lab de la sécurité sociale travaille actuellement sur l'élaboration de son plan de travail 2024. Donc, les thèmes et les dates des prochains rendez-vous de l'innovation restent encore à déterminer, mais vous pourrez les retrouver très prochainement sur le nouveau site du Lab de la sécurité sociale qui devrait voir le jour en début d'année 2024 et qui vous proposera donc des rendez-vous et des contenus qui vous permettront de faire cette veille et de découvrir l'innovation dans l'ensemble du territoire, dans les organismes locaux et nationaux. Merci à tous, merci. À très vite. Bonne fête à tous. Bonne fête également. Voilà. À très bientôt, au revoir.